Bonjour, comment allez-vous? Bon, je suis ravie de vous voir toutes et tous ici ce matin et j'ai aussi l'énorme privilège au nom du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques d'accueillir notre invité ce matin. Donc Monsieur Pierre Reid, qui est directeur général des élections du Québec. On peut lui donner une bonne main d'applaudissements. Alors, Monsieur Reid, il est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval, donc ici. Il est membre du barreau du Québec depuis 1977. Il œuvre dans les domaines des affaires juridiques gouvernementales depuis plus de 30 ans. Monsieur Reid a acquis une solide connaissance du fonctionnement de l'administration publique, donc en débutant sa carrière en 1978 comme conseiller juridique à l'Assemblée nationale du Québec. Avocat légiste au ministère de la Justice de 1980 à 1986, il a occupé par la suite des postes similaires, notamment au secrétariat du comité de législation du ministère du Conseil exécutif, du ministère de l'Environnement, à la Société de l'assurance automobile du Québec. De 2002 à 2008, il a poursuivi son parcours professionnel au bureau du sous-ministre de la Justice à titre de conseiller en législation. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Pierre Reid. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Quand on fait quelques éléments d'une biographie, ça trahit notre âge. Quand on réfère aux années de barreau, il y en a qui font le calcul. D'ailleurs, j'ai fêté mon 65e anniversaire hier. Donc, faut pas compter les années, je pense que je suis toujours jeune de cœur. Il me semble que j'ai arrêté de vieillir à 25 ou 30 ans. Je suis toujours aussi passionné du travail que je fais dans la fonction publique depuis 1978. J'ai commencé à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, pour moi, d'avoir, je dirais, le privilège d'avoir été nommé directeur général des élections en 2015. Est une opportunité extraordinaire. Depuis 3 ans, j'ai fait des rencontres extraordinaires. On a une organisation que je dirais aussi extraordinaire, où on essaie toujours d'améliorer nos façons de faire pour les électeurs et les électrices. D'ailleurs, nous avons un grand rendez-vous électoral le 1er octobre prochain. Écoutez, c'est un véritable plaisir pour moi de pouvoir être avec vous ce matin, entouré de jeunes leaders dynamiques et engagés provenant des 4 coins des Amériques. Je trouve que c'est très inspirant. Je me sens privilégié d'être avec vous ce matin. J'aimerais prendre quelques secondes pour féliciter les organisateurs de cette belle initiative. Oui. Je suis persuadé que cette 2e édition du Parlement francophone des jeunes des Amériques sera une grande réussite. D'ailleurs, hier après-midi, j'ai eu la chance d'assister à l'ouverture. Il y a eu quand même des allocutions inspirantes. Je pense, entre autres, à celui de Mme Mélissa Malone-Dupuis, très inspirant, qui m'a beaucoup touché. En fait, c'est par des événements comme celui-ci où des jeunes provenant de différents horizons peuvent discuter et débattre sur des enjeux qui les touchent, que des pistes d'action émergent, que la démocratie s'exprime et se vit. Tout d'abord, pour nos visiteurs provenant de l'étranger, à qui je souhaite un excellent séjour dans notre belle ville de Québec, quelques mots sur Élections Québec. Neutre, impartiale et transparente, cette institution que je dirige est responsable d'appliquer la loi électorale. Organiser des élections est au cœur de notre mission, mais nous veillons également au respect des règles sur le financement politique et à la protection des droits électoraux. Je fais référence ici au pouvoir de voter et également de se présenter comme candidat. Notre mission comprend également un autre volet tout aussi important, celui de faire la promotion des valeurs démocratiques au sein de la société québécoise. Pour que notre démocratie soit toujours vivante, il importe de sensibiliser, d'initier les électeurs, mais aussi les futurs électeurs, au fonctionnement de nos institutions politiques et à l'importance de participer à la vie démocratique. Plusieurs de nos actions en matière d'éducation à la démocratie sont orientées en ce sens. Je reviendrai plus tard sur quelques-unes de nos initiatives qui démontrent la façon dont nous essayons de sensibiliser, pas seulement les jeunes, mais l'ensemble des électeurs à la participation électorale.
Nous avons la chance de vivre dans une société démocratique. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez voir toutes les façons dont elle influe sur notre quotidien. En fait, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot démocratie? C'est liberté, équité, égalité, intérêt public, tolérance, solidarité, respect, bien-être. Chèrement acquise au fil des siècles, la démocratie mérite qu'on s'y intéresse et surtout qu'on en prenne soin. Elle doit aussi s'adapter et se renouveler grâce à une participation toujours plus active des citoyennes et des citoyens, et surtout de ceux faisant partie de la jeune génération. La place des jeunes est d'ailleurs un sujet d'actualité dans la plupart des démocraties du monde. La baisse de leur participation électorale et le désengagement envers les institutions politiques font l'objet de multiples discours. Nombreuses études et recherches sont des terrains et tentent de faire la lumière sur leurs préoccupations, leurs attentes et leurs aspirations. À titre de directeur général des élections du Québec, l'apport des jeunes à la démocratie en termes de participation électorale et d'engagement citoyen constitue un enjeu qui m'interpelle au plus haut point. Une démocratie en santé requiert une participation de toutes les tranches de la société, y compris les jeunes. Comme vous le savez, le Québec sera en période électorale à compter du 29 août prochain, et ce jusqu'au 1er octobre. Quelques 6 millions de Québécoises et des Québécois seront appelés aux urnes. Nous voulons que le plus grand nombre d'électeurs et d'électrices répondent présents à l'appel au vote. À Élections Québec, nous mettons tout en œuvre pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de voter librement et en toute confiance. Nous multiplions nos actions pour qu'ils soient de cet important rendez-vous avec la démocratie. En jetant un regard sur les chiffres, on constate qu'historiquement, le Québec a connu des taux de participation électorale parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Dans les années 70, 80 et 90, le taux de participation électorale se situait autour de 80 %. En 2003, le Québec a enregistré une première baisse de participation avec un taux de 70,42 % et qui, malheureusement, s'est empiré en 2008 avec un taux de seulement 57,4 %. Il faut dire qu'en 2008, les élections ont lieu en début décembre. C'était peut-être pas la meilleure période pour tenir des élections au Québec. À l'occasion des élections générales de 2012, le taux de participation moyen a connu une remontée avec 74,6 %. Certains d'entre vous vont pouvoir expliquer cette remontée du taux de participation. En fait, je fais référence ici au mouvement étudiant qui a eu cours au cours des mois précédant l'élection de 2012. Mais derrière ces chiffres se cache le taux de participation des jeunes électrices et des jeunes électeurs. Et il est, à mon avis, très préoccupant. Aux dernières élections générales provinciales de 2014, seulement 50 % des moins de 35 ans se sont prévalus de leur droit de vote, alors que pour l'ensemble de la population, le taux de participation a été de 71,4 %. Le taux de participation électorale des jeunes a été encore plus préoccupant dans certaines régions où le taux de participation a à peine dépassé les 40 %. D'une élection à l'autre, il faut dire que les jeunes électeurs ont toujours moins voté que les autres électeurs plus âgés. Mais présentement, à mon avis, l'heure est encore plus critique. Pourquoi? Parce que le poids démographique, on pourrait même dire démocratique, des jeunes est encore plus important que par le passé. Lors des élections du 1er octobre prochain, les 18-39 ans représenteront pour la première fois le tiers de l'électorat québécois, soit l'équivalent des baby-boomers. Donc, le tiers, 2 millions, si 50 % ne vont pas voter, bien, c'est 1 million de jeunes qui n'iront pas exprimer leur voix. C'est dire que leur pouvoir d'influence est grand sur l'issue du vote. Je parle ici du Québec, mais le constat est le même dans la plupart des démocraties du monde. La baisse de la participation électorale des jeunes est une tendance qui n'échappe à aucune société démocratique. Ainsi, intéresser les jeunes à nos processus démocratiques et favoriser l'exercice de leur droit de vote est, selon moi, l'un des grands défis de notre époque. Mais quelles sont ces raisons pour lesquelles les jeunes s'abstiennent de voter? Comment expliquer cet apparent désintérêt envers la politique? Des experts ont étudié la question et ont soulevé certains facteurs pouvant expliquer la situation. Une baisse de confiance envers les instances politiques. Des discours politiques qui, au dire de plusieurs jeunes, ne reflètent pas leurs préoccupations. La sous-représentation des jeunes dans les instances politiques elles-mêmes. Le manque de connaissance du processus électoral. Ici, je vous dirais qu'effectivement, le manque de connaissances pour avoir rencontré des jeunes où certains
me disent « J'ai 18 ans, j'ai le droit de vote, je fais quoi avec ça? » Il y a un manque, effectivement, de connaissance du processus électoral chez beaucoup de jeunes. Et pour nous, à Élections Québec, c'est un défi qu'on se doit de relever. Et c'est sûr qu'on n'est pas les seuls qui doivent répondre à cette problématique-là. Et c'est pour ça qu'on mise de plus en plus et on doit développer des programmes de sensibilisation, d'information. Et c'est sûr que ça passe également par les écoles, par des cours d'éducation civique. Certains se sont aussi intéressés à l'effet de l'intégration en emploi et du niveau de scolarité des jeunes sur leur propension à aller voter. Je ne pense pas qu'il y ait une seule et unique raison qui explique cette abstention, ce silence des jeunes. Tout comme je ne pense pas qu'il y ait de solution magique pour résoudre cette problématique. Par contre, je suis persuadé que les pistes d'action peuvent émerger en animant nos forces et en suscitant les réflexions. Un événement comme aujourd'hui, d'ailleurs, un lieu idéal pour échanger sur les avenues possibles pour s'encourager à exercer nos responsabilités en tant que citoyennes et citoyens. Mais regardons au-delà des chiffres et des taux de participation. Vous savez, quand on entend parfois dire que les jeunes ne sont pas engagés ou qu'ils sont complètement désintéressés sur le plan politique, mais pourtant, ce n'est pas exactement ce que j'ai observé sur le terrain. En effet, au cours des derniers mois, dans le cadre de rencontres sur le thème « Parlons démocratie », j'ai eu l'occasion d'aller à la rencontre des jeunes de certaines régions du Québec, particulièrement aux endroits où les jeunes votent en moins grand nombre. J'ai écouté les différents points de vue, j'ai échangé avec eux sur divers aspects du processus démocratique, sur ce qui motive leur engagement, les enjeux qui les touchent. Et savez-vous ce que j'ai remarqué à les entendre? C'est que les jeunes, ils sont allumés, ils sont cultivés, et je dirais même plus informés que ceux des générations précédentes. Ils sont aussi plus critiques. Je disais tantôt, je trouve les jeunes moins partisans que les générations précédentes, ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi pour notre démocratie. Les jeunes sont capables d'apporter de nouvelles idées et d'ouvrir les débats. Ils peuvent offrir beaucoup en termes de vision et d'innovation. Et en cette ère de grands changements, notre démocratie a besoin de leur regard sur la société pour se renouveler. À travers mes discussions, j'ai également constaté à quel point les jeunes sont engagés et sont dotés d'une grande aptitude à s'impliquer en faveur de sujets qui rejoignent leur centre d'intérêt. Nombre d'entre eux sont très présents sur la scène collective et n'hésitent pas à s'investir dans des projets pour faire une différence dans leur milieu. Sur un sondage réalisé par Élections Canada en 2014, les jeunes qui participent aux réseaux sociaux, à une assemblée publique, à des manifestations ou des activités de bénévolat, auraient davantage tendance à participer au scrutin. Voilà ce qui est encourageant. La réalité démontre que les jeunes ne se désintéressent pas pour autant de leur collectivité. Nous sommes en fait devant une génération de jeunes dont la participation citoyenne passe davantage par d'autres formes d'expression et d'action. Il reste qu'à mon avis, le geste de voter est important. S'exprimer sur le choix des personnes qui prendront des décisions importantes pour l'avenir de notre société est un pilier important sur lequel se base notre démocratie. Lorsque nous sommes représentés par des personnes à qui nous pouvons nous identifier, nous nous sentons plus près de la démocratie. Les jeunes constituent la majorité de la population mondiale. De fait, sur la planète, c'est plus de la moitié des gens qui ont moins de 30 ans. Alors, comment notre démocratie peut-elle être bien servie quand la moitié des jeunes ne se présentent pas aux urnes? Ici, comme dans les autres démocraties, le vote des jeunes est probablement un moment crucial, un moment où il compte plus que jamais. Tout d'abord, comme j'expliquais plus tôt, parce que leur poids démographique est significatif et qu'il leur donne la possibilité d'avoir une influence sur les choix des personnes qui les représenteront. Puis parce que les politiques et les lois qui seront adoptées maintenant les suivront pendant toute leur vie adulte. En fait, les lois qui sont adoptées aujourd'hui auront assurément plus d'influence sur les jeunes que sur ma génération. Voter donne ainsi un pouvoir d'influence sur les décisions politiques qui auront une incidence directe sur leur qualité de vie et sur l'avenir de leur société. Élections Québec met en œuvre différentes initiatives pour améliorer la participation électorale. Aider les citoyennes et les citoyens à s'informer et à mieux comprendre le fonctionnement du vote et du processus électoral. C'est dans cet esprit qu'a été développé notre nouveau site Web.
À l'approche du prochain rendez-vous électoral, toutes les électrices et tous les électeurs seront invités à consulter le www.élections.québec afin de bien s'y préparer. Notre nouveau site a une portée éducative qui va au-delà du processus du vote. On y sensibilise les électrices et les électeurs à la portée du vote. On les aiguille sur des pistes pour s'informer et on présente notre système électoral dans des termes simples et accessibles. Empruntant la forme d'un parcours facilitant la navigation, la démarche proposée s'articule autour de 4 axes. Pourquoi voter? S'informer, vérifier son inscription à la liste électorale et voter. Effectivement, l'information joue un rôle essentiel en démocratie. Plusieurs études démontrent d'ailleurs que plus une personne connaît la politique et s'y intéresse, plus elle est susceptible de voter. Certaines études indiquent aussi que les gens qui ne savent pas comment voter ou qui ne se sentent pas suffisamment informés votent moins. Et à ma grande surprise, peut-être je faisais preuve d'une trop grande naïveté, j'ai pu constater lors de rencontres avec des jeunes la difficulté pour des gens, et pas seulement pour les jeunes, pour des générations, pour des gens plus âgés, la difficulté de comprendre ce processus électoral. Et c'est pas écrit ici, mais j'en fais toujours mention quand je rencontre des gens. Lors de mes rencontres, j'ai quand même eu le témoignage d'un étudiant universitaire qui me faisait part que lors de son travail d'été, il avait demandé aux employés de l'entreprise, est-ce que vous votez? Bon, vous avez les réponses, ça ne m'intéresse pas, ou un peu de cynisme. Mais les réponses qui m'ont vraiment le plus touché, c'est que, ils ont dit, c'est pas pour nous, ça. On n'est pas instruit, on n'est pas allé à l'université. Moi, je veux dire, ça, c'est il y a 2 ans, j'ai été surpris d'entendre ça. Comme je vous dis, est-ce que c'est par naïveté ou... et je trouve que c'est inacceptable. Il n'y a pas de différence entre les votes, il n'y a pas de statut, de niveau social, il n'y a pas de niveau de scolarité. Chaque vote, on ne fait aucune différence. Et pour moi, là encore, c'est un défi qui se présente pour essayer de mieux atteindre les gens qui ont peut-être une incompréhension du processus électoral ou de choses concernant les affaires publiques. Donc, il y a un grand défi que Élections Québec ne sera pas le seul à relever parce que ça demande également que d'autres acteurs de la société puissent contribuer à cela. De nos jours, les sources d'information sont innombrables. De nouvelles formes de médias et de technologies sont également apparues au cours des dernières années, transformant du coup la façon dont nous consultons, consommons et utilisons l'information avant de prendre des décisions. Et pourtant, s'y retrouver est un défi en soi. Ça aussi, c'est un autre commentaire de jeunes. Écoutez, l'information, ce n'est pas ce qui manque, mais de se retrouver dans ces multiples informations. Ce qui a amené certains et certaines à me dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un endroit, par exemple, sur le site web du directeur général des élections ou d'Élections Québec, où nous pourrions prendre connaissance là, des enjeux, des projets, des candidats et des candidates. Et d'ailleurs, l'année dernière, dans le dernier rapport annuel, j'en ai fait une recommandation d'avoir une plateforme numérique. Et pour ça, ça me demande des modifications à la loi électorale, d'avoir sur une plateforme numérique, dans chaque circonscription électorale du Québec, les candidats et les candidates qui pourraient présenter leurs enjeux régionaux, nationaux, et d'une façon, je dirais, positive, dans le sens que on n'accepterait pas, par exemple, de critiquer l'autre, c'est de dire qu'est-ce que vous avez à présenter à vos électeurs et aux électrices. Parce que on a eu des élections municipales l'année dernière et on nous disait, ben oui, mais oui, vous avez fait de l'information, de la publicité, mais il y avait encore un déficit quant à la connaissance des candidats et des candidates qui se sont présentés aux dernières élections municipales. Sans compter que la technologie a aussi imposé de nouvelles règles du jeu. Elle fait en sorte qu'il est plus facile aujourd'hui de lire ou d'écouter seulement ce qu'on veut entendre et de ne consommer que des opinions similaires aux nôtres. Or, mettre en débat des idées différentes est l'une des conditions essentielles de la démocratie. Cette dernière n'est pas figée dans le temps, elle est en perpétuel chantier. Elle se nourrit, s'enrichit de réflexions et d'opinions différentes. Devenir un citoyen responsable et éclairé se fait en écoutant
les personnes qui ont d'autres points de vue et en dialoguant avec elles. Permettez-moi maintenant de vous parler des moyens que nous déployons pour rapprocher l'urne des électeurs et des électrices et de faciliter l'exercice du droit de vote des jeunes. Je cite notamment l'introduction en 2014, lors des élections générales de 2014, du vote dans les établissements d'enseignement. Lors de cette élection, des milliers d'étudiants de niveau collégial et universitaire, aux études à l'extérieur de leur région, ont pu voter dans leur collège, leur cégep et dans leur université pour une personne candidate dans la circonscription de leur domicile. Lors des élections de l'automne prochain, il sera encore possible pour plusieurs étudiants et étudiantes de voter sur les lieux de leur établissement d'enseignement. Le programme À ton tour est une autre démarche que nous mettons de l'avant. Il vise à faire réaliser aux jeunes qui auront sous peu 18 ans qu'ils pourront bientôt exprimer leur voix en votant pour la première fois. Il est démontré que le premier vote est déterminant, car il vient faire en sorte de confirmer une habitude démocratique. En fait, ce n'est pas tous les jours qu'on devient un citoyen à part entière. Ainsi, le programme À ton tour est ni plus ni moins une invitation à souligner avec fierté ce moment important et de ne pas passer à côté de cette première occasion d'exprimer sa voix. Concrètement, il s'agit d'un site web exclusif auquel accèdent les 17 ans et demi au moyen d'un code d'accès exclusif. Sous la forme de débats, de vox pop et de témoignages, des jeunes sont appelés à s'exprimer sur le vote, les élections et la démocratie. La plateforme permet aussi aux jeunes de s'inscrire pour recevoir un rappel qu'il est temps pour eux d'aller voter lors d'élections. Depuis nos dernières élections provinciales en 2014, ce sont près de 360 000 jeunes Québécoises et Québécois qui ont obtenu le droit de vote et qui, par conséquent, seront appelés à voter pour la première fois l'automne prochain. Prenons maintenant quelques minutes pour regarder la vidéo de présentation du programme À ton tour. On peut tellement faire ensemble parce qu'on a tellement de pouvoir, tellement d'influence. C'est ridicule qu'on fasse rien avec. Qu'ils veulent ou non, on est le futur. Il va falloir qu'un moment donné, ils nous écoutent. Si c'est pas aujourd'hui, il va falloir que ça vienne un moment donné. Les jeunes s'intéressent plus à leur vie sociale qu'à leur politique. C'est encore des valeurs old school, on dit, défendues par les politiciens, en place de nous interpeller, nous les jeunes. C'est des affaires qui, comme dans le temps, c'est important, mais pour nous autres, c'est comme, ça me dérange pas vraiment. Ça devient un peu tannant, la même phrase de les jeunes vont pas voter, les jeunes vont pas voter, mais comme, donnez-moi le goût de voter puis je vais y aller. Si on pouvait rendre ça plus léger, je trouve que ce serait plus intéressant. Ils devraient s'habiller avec des t-shirts. Moi, je pense pas que tu as besoin d'avoir un air sérieux puis faire « Oh, alors, quelqu'un de normal, là, c'est quelqu'un qui arrive puis qui dit ce qu'il pense. » Moi, je trouve pas ça normal que je connais plus la politique américaine. Tout le monde connaît ce qui se passe aux États-Unis. On n'a pas toutes les mêmes idées, mais on a tout un but à la vie. Genre, on veut rendre ce monde meilleur. On peut pas ignorer notre avenir. Ça marche comme pas. Parce que demain, c'est dans pas long. Imagine que tu as un pouvoir, mais ton pouvoir, c'est de voter. Et si tout le monde a leur pouvoir ensemble, c'est là qu'il va pouvoir avoir un changement. Je préfère vraiment m'impliquer que dormir. Puis tant qu'à avoir rien à faire, trouve-toi une idée puis change le monde. L'éducation à la démocratie est une piste d'action que nous préconisons pour cultiver, dès le plus jeune âge, l'intérêt pour la démocratie. Il est important de préparer nos futures électrices et futurs électeurs au rôle qu'ils seront appelés à jouer dans la société. À l'Élection Québec, nous sommes convaincus que la sensibilisation à l'importance de la démocratie doit commencer bien avant d'avoir l'âge de voter. On ne naît pas citoyen, on le devient. Dès notre plus jeune âge, notre parcours se trace au fil des expériences que nous vivons et des connaissances que nous acquérons. Nous avons développé des habiletés, des compétences. En somme, comme on apprend à être un bon élève et un travailleur compétent dans son domaine, on peut apprendre à être un citoyen responsable, à avoir ce que j'appelle de saines habitudes de vie démocratique. Pour ce faire, nous misons sur le développement de programmes qui permettent aux jeunes de vivre des expériences concrètes et significatives de démocratie.
Plusieurs études présentent d'ailleurs des résultats intéressants sur le fait que l'éducation civique influence positivement les connaissances politiques, l'intérêt pour la politique, la participation civique et l'intention de voter. Les cours d'éducation civique intégrant l'expérience pratique ont une incidence plus importante sur l'intention de voter que celle basée sur l'enseignement traditionnel. Le milieu scolaire présente d'immenses possibilités pour faire l'exercice de la démocratie. Parmi nos projets offerts aux jeunes, le programme Électeurs en herbe, qui consiste en la réalisation de simulations électorales dans les écoles primaires et secondaires et dans les organismes jeunesse. Les inscriptions sont présentement en cours en vue des prochaines élections provinciales et je peux vous dire que déjà près de 40 000 jeunes seront invités à participer à une simulation électorale à travers le Québec. Et ce n'est pas terminé puisque la période d'inscription se poursuit jusqu'en septembre. Ainsi, ces jeunes expérimenteront le vote pour la première fois en s'exprimant sur les vraies personnes candidates dans leur circonscription. Et ils pourront ensuite comparer le résultat de leur scrutin avec celui des vraies élections. Le programme Électeurs en herbe est également pour eux une occasion de se familiariser avec les processus électoraux, d'ouvrir les discussions avec leur entourage sur la campagne électorale en cours, de vivre et comprendre de façon concrète ce qu'est une élection, de développer leur esprit critique, de stimuler le goût pour l'engagement, d'être sensibilisé à l'importance de ce geste citoyen qu'est celui de voter. Laissez-moi vous présenter une autre capsule vidéo. Elle a été tournée l'automne dernier, alors que se tenaient des élections dans toutes les municipalités du Québec. À cette occasion, le programme Électeurs en herbe a permis à près de 20 000 jeunes de vivre une expérience concrète de démocratie en votant pour la mairesse ou le maire de leur ville. Écoutons maintenant des jeunes nous parler de leur expérience d'électeurs en herbe. Le temps file rapidement et bientôt ce seront des électeurs. Et afin d'améliorer le taux de participation, je pense que c'est important de voir l'importance de l'impact qu'on a lorsqu'on va exercer notre droit de vote. D'abord, on a démêlé quels étaient les différents paliers de gouvernement. On a ensuite expliqué comment se déroulaient des élections municipales. Et nous avons lu un article qui faisait un compte-rendu du débat radiophonique qui a eu lieu entre les deux candidats à la mairie, afin que les jeunes puissent faire un choix éclairé. Que les jeunes puissent aussi avoir une opinion de ce qu'ils préfèrent, qu'on puisse déjà avoir une idée de ce qu'on va pouvoir faire comme choix plus tard. Ce que j'apprécie, en fait, c'est la flexibilité du programme là, qui nous permet de l'adapter à notre milieu de vie. Oui, parce que je trouve que c'est important de pouvoir s'exprimer. C'est la meilleure façon. Puis je trouvais ça très intéressant de voir comment ils font pour comment les gens votent. Allez voter, comme ça celui que vous aimez, il va avoir la chance il va avoir un peu plus de chances d'être élu. La Maison des jeunes a pour mission de faire en sorte que les jeunes au contact d'adultes significatifs deviennent des citoyens actifs, critiques et responsables. Donc le projet s'inscrivait directement en ligne droite avec ces objectifs-là. De voir un petit peu comment fonctionne justement le recours à l'isoloir, comment finalement identifier le candidat pour lequel on veut voter. Ce sont des éléments qui permettent justement à des jeunes de se dire que s'ils l'ont déjà fait une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois même au secondaire et arriver au collégial, ou en tout cas à 18 ans, ils seront désormais à l'aise à pouvoir justement faire ce geste citoyen. Oui, moi je pense que ça se prépare super bien. C'est super bien organisé en bas. Ça donne le goût pas mal à beaucoup de personnes. Puis le jour de nos 18 ans, qui va pouvoir enfin voter soit fédéral ou provincial. Clairement que ça me donne hâte d'avoir l'âge de voter. D'ailleurs, je trouve ça dommage que les élections soient en octobre 2018 parce que ça fait juste un petit peu avant ma fête. Fait que là, moi, je pourrais pas voter. Mais non, c'est vraiment une chance que de pouvoir se prononcer sur l'avenir du Québec, l'avenir du Canada puis l'avenir de notre ville. Fait que c'est certain qu'il faut en profiter. Puis là, on peut s'entraîner à le faire. Là. Plus tôt on commence, plus jeune on vote pour la première fois et je pense mieux ça se passera ensuite pour sa participation électorale pour le reste de sa vie.
Dans le cadre de nos prochaines élections, nous invitons même la population à vivre la démocratie en famille. Pour la première fois dans chaque circonscription électorale du Québec, des petits bureaux de vote seront installés pour permettre aux enfants de voter en compagnie de leurs parents. L'objectif n'est pas de les faire voter pour les personnes candidates, mais de faire en sorte qu'ils puissent suivre l'exemple de leurs parents. En fait, ils répondront à une question liée aux valeurs démocratiques. Ainsi, ils pourront à leur tour, après avoir observé leurs parents, poser un geste concret de démocratie, soit remplir leur bulletin de vote et le déposer dans l'urne. Je vous présente à titre d'exemple la question à laquelle ont répondu les enfants qui sont passés à un petit bureau de vote lors des dernières élections partielles. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Exprimer tes idées? Être différent? Te faire respecter ou aider les autres? Ils sont présentement en cours de réflexion pour définir celle qui sera posée aux enfants lors des prochaines élections provinciales. Pour plusieurs aspects de nos vies, nous apprenons par l'exemple en suivant les traces des plus grands, en expérimentant petit à petit. Pourquoi ce ne serait pas aussi le cas en matière d'exercice de sa citoyenneté? Avec ces petits bureaux de vote, nous espérons initier les jeunes tôt à l'expérience du droit de vote. Et qui sait, ces mêmes jeunes pourraient même inciter leurs parents à aller voter. Un autre volet de notre action en éducation et démocratie concerne les conseils d'élèves dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Avec le programme Vox Populi, ta démocratie à l'école, que nous offrons en partenariat avec l'Assemblée nationale, nous formons et accompagnons les conseils d'élèves et leurs jeunes élus. Concrètement, un conseil d'élèves permet aux jeunes de vivre un processus électoral, de mettre en pratique les valeurs démocratiques et de participer aux décisions touchant la vie de leur école. À l'écoute de leurs pairs, les jeunes élus peuvent réaliser des projets qui font une différence dans leur milieu. Leadership, aptitude pour les communications, gestion de projet, travail d'équipe sont autant de compétences que développent les jeunes. Le conseil d'élèves est bien souvent une première expérience qui mène à d'autres formes d'engagement. Ainsi, il n'est pas rare que les jeunes y prennent goût et ajoutent par la suite d'autres expériences démocratiques à leur parcours. Probablement que certains d'entre vous ont déjà été représentants de classe ou d'école ou d'autres projets à saveur démocratique lors de vos études. De plus, notre projet « Vive les coulisses d'une élection » permet à des jeunes provenant d'écoles secondaires d'être aux premières loges des opérations nécessaires au bon déroulement d'une élection. Il se déroule, ce programme, lors d'élections partielles. Des jeunes ont l'occasion d'observer sur le terrain le personnel électoral à l'œuvre. Toutes ces actions auprès des futurs électeurs, nous le voyons comme un investissement dans la santé de notre démocratie et dans l'avenir de notre société. À cela s'ajoutent toutes les actions que nous réalisons en partenariat avec différents organismes qui ont à cœur la participation des jeunes à la vie démocratique, notamment l'Institut du Nouveau Monde, avec lequel nous participons aux différentes écoles citoyennes. Nous collaborons aussi avec plusieurs autres organismes qui ont pour mission de promouvoir l'exercice de la citoyenneté qui s'apparente à celui dont vous faites partie, soit le Parlement jeunesse du Québec, le Parlement étudiant du Québec, le Jeune Conseil de Montréal, le Parlement jeunesse Estrie et la Confédération des associations d'étudiantes et d'étudiants de l'Université Laval. En terminant, j'aimerais souligner qu'aucune personne, aucune institution ne peut faire augmenter la participation à la vie démocratique en agissant seule. C'est ensemble que nous pouvons faire une différence. C'est ensemble que nous pouvons, grâce à nos actions complémentaires, construire des sociétés démocratiques dans lesquelles les jeunes prennent leur place et font résonner leur voix. Ainsi, je vous laisse à ces deux questions. Comment envisagez-vous votre rôle dans une société démocratique? De quelle façon pouvons-nous unir nos efforts pour encourager les jeunes à faire partie intégrante de la vie démocratique en commençant par exercer leur droit de vote? Car voter, c'est en quelque sorte une signature, celle qui vient confirmer notre engagement envers la démocratie. Je vous invite toutes et tous à y réfléchir. Merci de votre attention.
Bonjour, je m'appelle Emma Poirier, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en fait, j'étudie à l'Université de Montréal et j'ai été impliquée pendant une année dans le milieu associatif. Et la Fédération des associations de l'Université de Montréal a pu mettre en œuvre certains moyens lors des élections municipales de Montréal l'année dernière. Et ils ont invité les deux candidats pour venir parler à l'université. Je me suis présentée, même si je ne connais pas trop la politique du Québec, je ne connaissais pas trop au moment-là, je suis allée quand même pour pouvoir les écouter. Et j'ai remarqué que ce sont toujours les mêmes étudiants, parce que c'est vraiment plus petit qu'on le croit l'université, ce sont toujours les mêmes qui viennent, qui parlent beaucoup de politique, qui sont très impliqués, mais il y a toujours le pessimisme des jeunes universitaires que j'ai remarqué. Et est-ce qu'il y a des moyens que vous aimeriez mettre en place pour pouvoir modifier ce pessimisme et pouvoir les inciter encore plus à aller voter dans le milieu universitaire? Merci. Bien, je pense que d'abord, il y a de l'information qui doit être améliorée. Et également, je pense que les candidats et les candidates, les partis politiques, doivent s'adresser également aux jeunes, parce qu'un des facteurs de ce, en guillemets, désintéressement, c'est que le discours, les partis politiques n'ont pas, je ne dirais pas d'intérêt, mais ne représentent pas les intérêts des étudiants. J'ai dit à certains jeunes, j'ai dit, écoutez, si vous n'allez pas voter, quel est l'intérêt pour des candidats et candidates de s'intéresser aux jeunes? Donc, il y a comme, je dirais, un pas à faire de chaque côté, autant les partis politiques que les jeunes, d'investir, je dirais, le milieu. Et puis, je pense que quand vous parlez, on voit lorsque ces assemblées, peut-être les mêmes étudiants, moi, là encore, lors de ces rencontres, il y a ce besoin aussi, là, cette nécessité d'aller rejoindre les étudiants et les étudiantes qui ne sont pas dans des concentrations, que je dirais, dans mon temps, là, de sciences humaines. Et lors de la dernière école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, il y avait 2 participantes qui me disaient, bien, moi, je suis en sciences de la santé ou sciences pures. Elle disait, on n'a pas ces occasions-là. Et j'ai terminé mon cours secondaire et j'ai rien eu comme information pas seulement sur le processus, sur nos institutions politiques. Et c'est pour ça que tantôt, quand je vous disais, on a pour plusieurs, s'ils ne sont pas dans des concentrations de sciences humaines ou bien qui ne viennent pas de familles où la politique a toujours une place importante, il y a ce déficit de comment aller chercher la bonne information. Et je pense que de ce côté-là, c'est là qu'il faut trouver, pas seulement nous, à Élections Québec, mais d'aller chercher, puis entre autres, parce que j'ai eu l'occasion de demander avec des partis politiques de leur faire part de ces commentaires-là et de peut-être d'investir davantage auprès des jeunes. Bonjour, je m'appelle Martin Buron, je viens d'Uruguay. Je suis grandi dans une famille d'origine française. Et donc, j'ai vu de près le processus électoral en France et en Uruguay. C'est assez différent. En Uruguay, comme la plupart des pays d'Amérique latine, le vote est obligatoire. Donc, il n'y a pas le problème de participation. Par contre, les jeunes ont les mêmes avis quand ils répondent à des interviews sur les médias, à politique ou des intéressés de la politique. Et j'allais vous demander, vous avez fait mention du processus de contrôle du financement électoral. Vous demandez si ça relève aussi de votre direction. Et d'autre part, disons, le processus pour se porter candidat, car je considère que ça aussi, ça rapproche ou ça éloigne les jeunes quand ils peuvent ou pas sentir qu'ils peuvent participer. Même s'ils ne le font pas, au moins connaître comme c'est le processus pour savoir s'il est complexe ou pas ou comment. Merci. Excellente question. Votre première question, effectivement, comme directeur général des élections, je vois l'application de la loi et donc au respect des règles de financement politique. C'est le directeur général des élections qui se trouve à autoriser les partis politiques, les candidats et candidates, et nous veillons au respect de ces règles de financement politique. Et particularité pour le Québec,
Contrairement à mes collègues là, du Canada, le directeur général des élections du Québec est le poursuivant public. Donc, c'est lui qui décide s'il doit entreprendre des poursuites pénales en cas d'infraction à la loi électorale, que ce soit en ce qui concerne le scrutin ou en ce qui concerne le financement des partis politiques. Donc, c'est une particularité au Québec. Certains de mes collègues m'envient d'avoir ce pouvoir-là. À votre deuxième question, effectivement, là encore, je pense qu'on peut améliorer notre communication, notre information par rapport au processus pour, par exemple, se porter candidat. Parce que, en réponse à des questions de jeunes ou à des commentaires, il n'y a personne qui répond à mes aspirations. Ben, j'ai dit, de toute façon, c'est évident. Je comprends que ce que vous me dites, moi, je connais le meilleur candidat pour vous. C'est vous-même. Et je pense qu'il n'y a rien qui empêche de se présenter, en autant que vous avez 18 ans, que vous répondez aux autres conditions pour être électeur. Et je pense que de ce côté-là, je pense que pour beaucoup, pas seulement les jeunes, mais je pense pour toute catégorie d'âge, je pense que les gens pensent que c'est très complexe de se porter candidat. Mais je pense que de ce côté-là, on essaie également de mieux communiquer les règles, les conditions pour être candidat. Au Québec, écoutez, c'est aux dernières élections, puis même les élections de 2012, écoutez, c'est autour de 800 candidats et candidates qui se sont présentés, donc avec 125 circonscriptions électorales. C'est quand même un nombre important. Mais je pense qu'effectivement, je pense qu'on a aussi à améliorer nos communications pour mieux faire connaître les conditions pour être candidat ou candidate. Bonjour. Je m'appelle Gabriel Tuga, je suis originaire de Winnipeg, au Manitoba. Ça m'a beaucoup touché ce que vous nous avez montré concernant des projets de simulation électorale, parce que les enfants apprennent par le jeu, mais je pense aussi que les ados et les adultes apprennent aussi par le jeu. Une des grandes choses que j'ai apprises à travers des simulations parlementaires que j'ai faites, c'est que c'est le processus, c'est les comportements qui émergent de façon relativement organique, qui reflètent vraiment ceux qu'on voit dans la vraie vie, dans nos assemblées politiques. C'est des choses que j'ai apprises. J'ai appris plus dans une simulation que dans mon bac de sciences politiques. Bref, la question que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous êtes inspiré de modèles de d'autres pays ou de d'autres provinces dans le développement de ces projets-là? Et est-ce qu'il y a des pays ou d'autres provinces qui, pour vous, sont des modèles de participation citoyenne à tous les égards ou surtout chez les jeunes? En fait, pour le programme d'électeurs en herbe, c'est un programme, puis Monica, peut-être tu me corrigeras. Ah, Monica. C'est un programme qui était quand même par des jeunes lorsqu'ils utilisaient les forums jeunesse. Hein, et qu'avec la disparition de forums jeunesse, on a, d'une certaine façon, récupéré électeurs en herbe. Moi, c'est quelque chose de quoi je crois beaucoup. Je sais qu'ailleurs, au Canada, je dirais, le volet éducation à la démocratie, en partie, est assumé par Civics. Hein. Mais ici, au Québec, nous avons nos programmes, nous avons une équipe dédiée à l'éducation à la démocratie. Puis ça te permet aussi comment je pourrais dire, c'est important qu'on soit sur le terrain, qu'on puisse valider. Mais, comme je disais plus tôt, on développe quand même des partenariats. On est complémentaires dans des activités avec d'autres organismes, comme ceux que j'ai énumérés, l'Institut Nouveau Monde. Et ça me donne l'occasion aussi, quand on dit, bon, comment est-ce qu'on peut améliorer... j'ai formé, ça va faire 1 an, une table citoyenne qui regroupe 12 personnes de toutes les catégories d'âge pour servir, dans le fond, d'organisme conseil auprès du directeur général des élections. Et comment est-ce qu'on peut améliorer la loi électorale sous tous ses aspects. Et même d'être critique à l'égard de l'administration du directeur général des élections parce que, je vous ai dit, j'ai une équipe qui est extraordinaire, mais je pense qu'on ajoute à notre expertise, à notre compétence quand on peut entendre des gens qui sont sur le terrain et des gens qui proviennent de toutes les régions du Québec. Merci, bravo. Merci. Bonjour, je m'appelle Marie Zonclé, je viens de Montréal.
En fait, ma question est plutôt simple. Je me demandais, est-ce que, selon vous, le vote électronique, c'est une alternative qui pourrait permettre d'augmenter la participation électorale? Je sais que c'est un débat qui est plutôt polarisé, mais je voulais avoir votre avis sur ce sujet. En fait, ce que je réponds à cela, c'est que le vote électronique est plus qu'une simple, je dirais, une technique de votation. D'ailleurs, ce printemps, l'Assemblée nationale, on a adopté le projet de loi 185 qui prévoit, entre autres, pour les... parce qu'on a reporté les élections scolaires qui devaient avoir lieu cet automne, on les a reportées en 2020. Et on a prévu que, dans le fond, il y aura une consultation auprès du directeur général des élections afin de mettre en place le vote à distance, donc qui comprend le vote électronique. Et j'ai un mandat également de faire l'étude de cette question. Mais je pense que ce qui est important, c'est important de souligner que jusqu'à présent, puis partout où le vote électronique a été utilisé, il n'y a pas eu comme tel d'augmentation de la participation. C'était un déplacement du vote. Donc, des gens qui pouvaient voter, puis je pense à certaines municipalités en Ontario, qui pouvaient voter par correspondance. Les gens ont transféré avec le vote électronique. Donc, jusqu'à présent, les expériences n'ont pas montré une augmentation fulgurante du taux de participation. Ça a peut-être augmenté en moyenne. La dernière étude que j'ai vue d'une spécialiste, c'était à peu près de 2 à 3 %. Mais je pense que ça peut être un outil d'avenir dans le sens que, prenez pour les électeurs qui sont à l'extérieur du pays. Vous ne cacherez pas, et je l'ai constaté lorsque je suis allé à Gatineau lors des dernières élections fédérales, mais vous avez des Canadiens qui ont voté à l'extérieur, mais pour certains, le vote est arrivé trop tard en raison des problèmes ou des délais de poste. Je pense également à des gens qui peuvent être en difficulté de déplacement, pour qui ça pourrait être une solution. Et je pense aussi qu'avec ces outils, mais c'est toujours la question de sécurité et c'est pour ça que nous allons entreprendre cette étude-là. Et pour nous, à la base, et je l'ai dit à l'Assemblée nationale lorsque j'ai comparu dans le cadre de l'étude du projet de loi 185, il faut d'abord qu'il y ait une acceptabilité sociale de l'introduction du vote électronique. Il faut que les gens, les électeurs et les électrices se sentent confortables. Il faut qu'ils aient l'assurance que, dans le fond, que le système ne puisse être, je dirais, contaminé, donc avoir toute cette confiance. Et c'est sur ça que, parce qu'on ne veut pas non plus désister les gens qui seraient contre pour le vote électronique de ne pas aller voter par la méthode traditionnelle. Mais moi, je pense qu'il y a un avenir. Et comme je disais tantôt, tout le numérique également, si je pense, tantôt quand j'abordais la question de la plateforme numérique, où, dans le fond, vous pourriez retrouver sur un site, par exemple le site d'Élections Québec, les candidats avec leurs enjeux régionaux ou nationaux. Je pense que tous ces outils-là peuvent permettre une meilleure connaissance. Et moi, je vous dis qu'effectivement, avec le temps, il faudra peut-être permettre aussi, quand on parle du vote électronique, que des gens puissent voter, je dirais, n'importe où et je dirais n'importe quand. Parce que maintenant, vous le savez, la période électorale, en fait, il n'y a plus de journée du vote. On a plusieurs modalités. Je pense qu'on a une dizaine au Québec de modalités de vote, que ce soit le vote, c'est du vote par anticipation. Donc, on a 2 journées de vote par anticipation, le dimanche et le lundi précédent, disons le 1er octobre. Et également, le vote étudiant. C'est un vote étudiant qui se fait sur les lieux d'enseignement. Donc, c'est encore une fois du vote par anticipation. Mais éventuellement, moi, je me dis, bien, quand un électeur, peu importe où il est et qu'il est prêt à voter, devrait-il pas avoir l'opportunité d'exercer son droit de vote au moment où il se sent prêt? Donc, je vais vous dire que sur ça, on travaille. Et le mandat qui m'est octroyé de regarder toute la question du vote électronique, je pense, va peut-être nous permettre, là, peut-être de rassembler nos idées et aussi de consulter la population à cet égard-là. Bonjour, je suis Dari Larose, je viens d'Haïti. Je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Et dans la première vidéo, j'ai pu constater qu'ici au Canada, vous avez un programme qui stimule les jeunes, qui les stimule, qui les incite et qui simplifie le processus électoral. Donc, ça m'a permis aussi
de trouver en cela un outil pour pouvoir, à mon retour dans mon pays, faire la plaidoirie pour que le processus électoral haïtien soit simplifié et soit inclusif pour nous-mêmes les autres. Mais ma question se situe surtout au niveau de la pression. Quel élément de pression dans la démocratie que les jeunes puissent utiliser pour que les leaders, nos représentants là, pour qu'ils puissent respecter leurs promesses de campagne, surtout en termes de suivi, ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, et aussi pour pouvoir les forcer à respecter ce qu'ils ont promis, afin de pallier à ce problème de manque de confiance des jeunes dans les leaders. Je vais être très prudent, compte tenu de mon statut d'être impartial et indépendant, mais je vais reprendre peut-être, sans que ce soit des propos, mais l'idée peut-être qu'il y avait derrière l'allocution de Mme Malune Dupuis et également de Mme Jean. Puis je me rappelle entre autres Mme Jean quand elle disait le vote, là, c'est une confiance qu'on accorde à des élus. Et ces élus, le cite à peu près dans ces mots, ont une reddition de comptes. Et moi, je comprends également, et de la part des jeunes, c'est un peu ça. On nous demande de voter, et après, on fait quoi? Je pense que, dans le fond, c'est d'être présent, c'est d'intervenir, parce que je sais qu'il y a des députés qui rencontrent leurs électeurs à une certaine fréquence, en tout cas, ils les invitent. Et je pense que, à savoir, puis là, c'est une grande question à savoir, est-ce que les promesses sont tenues ou pas tenues? Certains diront, ça dépend comment est-ce que la promesse a été faite, ça dépend des circonstances. Ça rentre dans le politique, je n'ose pas trop m'aventurer de ce côté-là. Mais je pense que c'est pour ça que moi, je pense que il y a le vote, mais une fois que le citoyen ou la citoyenne a voté, ça ne se termine pas là. Moi, je dis souvent, voter, c'est l'aboutissement d'un processus. Moi, j'interviens comme directeur général des élections, j'organise des scrutins, on fait notre part pour sensibiliser les jeunes et également toutes les générations au processus électoral, à une meilleure connaissance. Mais je pense qu'en amont du vote, il y a toute cette préparation, que je dirais, de la part de chaque citoyen, de chaque citoyenne, à entamer cette réflexion, cette discussion et à dialoguer. Quand je faisais part, à un moment donné, qu'en démocratie, c'est un peu ça. C'est sûr que c'est confortable des fois que des gens partagent nos idées, mais ça devrait être tout aussi confortable si on croit une véritable démocratie qui se doit d'évoluer, d'être confronté à des idées qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et c'est par ce dialogue-là je pense que ça permet. Et je pense que les jeunes, je pense que, quand je disais que tantôt, les jeunes ne sont pas désengagés comme tels. Ils investissent des secteurs d'activité, si je prends par exemple, sont peut-être plus, je dirais, sur le plan mondial, que ce soit entre autres l'environnement. Et je pense que déjà, que ce soit des associations ou divers groupements d'étudiants et de jeunes, sont présents justement pour interpeller les élus. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des projets de loi, souvent en commission parlementaire, des personnes, des groupes sont invités à venir faire part de leurs commentaires. Et donc, dans ce sens-là, je pense que il y a une pression, comme vous le dites, il y a peut-être une pression de montrer, dans le fond, que même en 2 périodes électorales, il y a toujours un intérêt pour les citoyens et les citoyennes du travail que font les élus en qui la population a accordé leur confiance. Merci. Bonjour, je m'appelle Hugo Valquette, je suis du Québec. La question électorale est quelque chose qui me touche au quotidien dans mon travail. Je travaille dans un regroupement d'organismes communautaires autonomes ici au Québec. Je me suis impliqué plus activement dans la campagne électorale municipale qui vient de se terminer en novembre dernier. J'ai adoré la campagne de publicité du DGEQ. Si 50% des gens vont voter, vous allez avoir 50% d'infrastructures municipales et compagnie. Par contre, je trouve que le taux de vote a été quand même décevant. On est en bas du 50% encore. Donc, quel est le bilan que vous faites? Ça, c'est la première question.
Puis l'autre, ça va être un souhait que je vais exprimer. Quand le gouvernement a adopté la politique de reconnaissance de l'action communautaire, que nous, on appelle la PRAC, on a vraiment reconnu le rôle aux organismes communautaires dans l'éducation politique, dans leur rôle de changement social non partisan. Puis je fais le souhait que le DGEQ au Québec s'intéresse au milieu communautaire comme un autre vecteur de changement possible. Puis je trouve qu'il y a des ponts à bâtir qui n'existent pas actuellement. Bien, je voudrais qu'à votre deuxième souhait, effectivement, c'est que, quand je disais tantôt qu'il faut, à un moment donné, aller à la rencontre de divers groupes, je pense, à un moment donné, là, que ça peut être les organismes communautaires, que ce soit les Néo-Québécois, que ce soit même les Autochtones. D'ailleurs, nous avons rencontré des représentants autochtones cet hiver. Je pense qu'il faut être présent, il faut expliquer, il faut informer. Et sur ça, moi, je veux continuer qu'on aille de l'avant, qu'on assure une présence. D'ailleurs, c'est pour ça que on a, dans le fond, on parle toujours du DGE, mais disons d'Élections Québec dans l'espace public. Moi, quand je suis arrivé en poste, j'ai dit, écoutez, là, moi, j'arrive, je n'avais jamais travaillé au bureau au directeur général des élections ou à Élections Québec. J'ai dit, écoutez, moi, je ne m'en viens pas ici pour qu'on sorte nos boîtes de scrutin à tous les 4 ans, puis qu'une fois c'est fini, on remballe tout ça, puis vous n'entendez plus parler de nous. Moi, je pense qu'il faut être présent, il faut que les gens nous connaissent, puis je pense que cette information-là, cette sensibilisation doit se faire en tout temps, même en 2 périodes électorales, et pas seulement en période électorale. De ce côté-là, les gens de mon équipe sont sensibilisés à ça et on essaie de trouver. Et également, c'est pour ça quand on dit de collaborer avec d'autres organismes qui peuvent être complémentaires à nos activités, c'est dans ce sens-là. À votre première observation, bien, en fait, oui, c'était décevant. On sait bien qu'une campagne électorale n'assure pas le succès d'une campagne électorale. Mais sauf que ce qu'on pouvait déplorer, et d'ailleurs ma fille m'en a fait part, qui étudie à Sherbrooke, me dit c'est bien beau votre publicité du DGE, sauf qu'on avait une difficulté à connaître les enjeux, les projets des candidats et des candidates. Bon, parfait. En action. OK, c'est bien. Il y a un projet de loi, il faut faire très attention, mesdames et messieurs les députés, où on propose de taxer les citoyens de tous les pays des Amériques, dont 40% des revenus mensuels pour financer une éducation gratuite. Donc, nous nous opposons, les citoyens, à cette taxation. Alors, nous vous invitons à nous écouter plus tard en commission. Merci. Un bel exemple d'action citoyenne, d'implication. Souvent, je dis, puis là encore, tout en préservant mon rôle d'indépendance, d'impartialité, les jeunes, c'est pour ça que quand je disais à des jeunes, il n'y a rien qui vous empêche d'aller voter en groupe, surtout si vous êtes dans la même circonscription puis peut-être dans le même endroit de votation, pour montrer cette présence-là de jeunes qui vont voter ou accompagnés de parents ou de vos grands-parents. Je pense que ça vient manifester. Comme je disais à la fin, pour moi, puis à un moment donné, je me disais, voter, c'est quoi? On prend notre crayon, là, en attendant le vote électronique, là. Mais c'est un peu notre signature. C'est une signature que, dans le fond, qui vient marquer notre engagement envers la démocratie. Et je pense qu'ici, au Québec et au Canada, moi, je vous ai dit qu'on est privilégiés de pouvoir débattre démocratiquement, de pouvoir tenir des élections démocratiques. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui envient notre situation.
Et d'ailleurs, le directeur général des élections a la responsabilité du secrétariat du RECEF, qui est le regroupement des compétences électorales francophones. Nous sommes très actifs depuis, je pense, plus d'une vingtaine d'années. Et c'est une façon pour nous de réseauter avec d'autres pays francophones. Et je veux dire, ça, c'est une autre de une partie de notre mandat auquel je tiens énormément. C'est une question de solidarité entre les divers pays où on souhaite que la démocratie s'implante de façon durable. Bonjour, je m'appelle Juan, je viens aussi de l'Uruguay. Comme mon collègue a dit tout à l'heure, les élections chez nous sont obligatoires. Les taux de participation sont supérieurs à 80%. Qu'est-ce que vous pensez de rendre le vote obligatoire? Vous pensez que ça permettrait d'augmenter la participation des jeunes? Et aussi, est-ce que vous pensez que les jeunes peuvent être influencés par des trolls et par des réseaux sociaux maintenant, qu'on parle beaucoup de l'influence d'autres pays dans des processus électoraux partout dans le monde? Merci. Ouais. Par rapport au vote obligatoire, je vous dirais qu'hormis peut-être de faire augmenter la participation électorale, moi, je vous dirais que j'ai pas de... Personnellement, je vous dirais que je suis pas tellement en faveur. Je pense qu'il appartient à chaque citoyen, citoyenne de décider. Les gens ont des raisons et je pense que comme organisation, c'est de faire un travail pour amener, avec d'autres, de faire un travail pour démontrer l'importance du geste d'aller voter. Je pense qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on dit, bon, on peut toujours améliorer, mais jusqu'à présent, je pense que le vote c'est de permettre, et comme je disais tantôt, le vote de chaque personne est important. Il n'y a pas de différence, peu importe votre statut social, votre niveau de revenu, votre scolarité, chaque vote est important. Par rapport à la deuxième question, c'était par rapport au troll ou... Oui, ouais. À l'influence aussi d'autres pays dans des processus. Ouais. Ici, c'est sûr que je vous dirais que l'année dernière, lors de notre rencontre annuelle avec mes collègues des administrations électorales du Canada, c'est sûr qu'on a discuté. On avait une personne du gouvernement fédéral qui nous a fait part, là, oui, des risques potentiels. C'est sûr qu'au niveau provincial, j'ai parlé avec mon collègue de l'Ontario. Lui aussi avait une préoccupation, mais on est vigilant. C'est sûr qu'on fait attention. Là, et nous, c'est sûr que dans le fond, l'intervention qu'on peut faire, c'est de savoir que si jamais il y avait des interventions qui pouvaient mettre en péril le processus électoral ou vraiment de la fausse information, à ce moment-là, le directeur général des élections se devra d'intervenir pour corriger la situation. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Benjamin, je viens de Montréal et puis je suis aussi issu d'une université où les questions électorales ont toute leur importance, c'est l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Et je voulais vous demander, en fait, y a-t-il des pays, notamment des pays francophones, où les taux de participation sont élevés, desquels vous pouvez vous inspirer? Est-ce que vous regardez ça un peu des comparaisons internationales? Et d'autre part, à l'heure où la société est tout de même traversée par des courants d'individualisme, d'immédiateté, comment aussi réintéresser les personnes à aller voter dans le sens où avant on parlait d'un devoir. Est-ce que ce concept de devoir est toujours audible parmi les citoyens? Je vous dirais que dans les pays, moi je pense que les taux de participation, comme je soulignais, cette baisse de participation électorale chez les jeunes, je pense qu'elle est... Elle se constate dans la plupart des sociétés démocratiques occidentales. Moi, je vous dirais que c'est pour ça que tantôt, par rapport à la question sur le vote obligatoire, le devoir d'aller voter, je vais vous dire que je l'utilise jamais, jamais auprès des jeunes. Je veux dire, pour moi, oui, c'est un devoir. Ma génération, d'ailleurs, je vous ai dit mon âge plus tôt, au début, mais
pour les jeunes, je pense que pour beaucoup, pour certains, oui, le devoir, mais pour d'autres, là, ça fait un peu paternaliste là, de dire, écoutez, c'est un devoir. Et moi, j'aime mieux à ce moment-là qu'on puisse, là encore, dialoguer et démontrer l'importance d'aller voter. Parce que je disais à certains, écoutez, les taux de participation, on les voit baisser. Et il y a une étude aussi récente de la chaire de recherche la démocratie des institutions parlementaires de l'Université Laval qui a constaté que depuis 1985, les écarts entre les jeunes et les autres générations s'est élargi de plus en plus, particulièrement en région, où cet écart-là s'agrandit. Comment les faire pour inciter? Moi, je pense que c'est vraiment de la sensibilisation. C'est de permettre, et je vous disais tantôt en région, et ça me fait penser, c'est la difficulté de rejoindre bien souvent des jeunes qui sont déjà en emploi, particulièrement en région. Comment les rejoindre? Je sais que l'Institut du Nouveau Monde a un projet pour essayer de pouvoir communiquer ou informer. Parce que moi, c'est sûr, quand je vous dis, je rencontre des jeunes, bon, bien souvent, c'est des jeunes, je suis allé dans des carrefours jeunesse, mais bien souvent, c'est des jeunes qui sont en établissement scolaire, soit au cégep, à l'université. Donc, c'est facile, plus facile de les rejoindre. Mais c'est pour ça, là, c'est l'autre défi d'aller rejoindre d'autres catégories de jeunes qui ne sont pas dans les établissements d'enseignement. Merci. Il nous reste une quinzaine de minutes et si sur cette question, on va se limiter par 2-3 minutes par question. Merci, bonjour. Je suis Daniel Ange de Chicago. Ma question, la majeure partie a été déjà prise en compte par mes prédécesseurs, mais je tiens à savoir quel impact le vote numérique a sur les résultats des élections ici au Canada, comparativement par exemple aux élections précédentes présidentielles aux États-Unis. Nous avons vu ce que les hackers ont fait par rapport à la sécurité du vote. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Qu'est-ce que vous faites pour préconiser ces genres de situations par rapport aux élections? En fait, nous, en tout cas ici au Québec, on n'utilise présentement aucune technologie. Là, tu parles des machines à voter là, aux États-Unis. Oui. Ici, nous n'avons pas de machines à voter. Il y a eu une expérience il y a une dizaine d'années au niveau municipal qui s'est déroulé, je dirais, moins bien, et pour lequel il y a eu comme un moratoire là, pour l'utilisation des machines à voter. Donc, au niveau provincial, il n'y a pas l'utilisation de machines à voter, donc on ne rencontre pas peut-être les problèmes qui ont pu être constatés ou vécus aux États-Unis. Merci. D'accord. Bonjour, Caroline de Montréal. Je voulais avoir votre point de vue sur les sondages qui sont publiés dans les médias. Est-ce que vous pensez que ça influence le vote ou ça fait créer des biais? C'est quoi votre opinion là-dessus? Donc, c'était ça pas mal ma question. Merci. En fait, les sondages, bien souvent, c'est toujours un instantané. Est-ce que ça influence? Moi, je vais vous dire que ce que j'ai pu entendre à ce sujet-là, c'est sûr que quand, à un moment donné, vous avez des résultats qui font que peut-être les résultats sont presque définitifs, ça peut inciter des gens à ne pas aller voter. Mais là encore, c'est quasiment impossible là, de limiter là, la tenue de sondages. Mais je pense qu'au-delà des sondages, je pense qu'il appartient à chaque citoyen là, de quand même d'aller voter et de peut-être de ne pas tenir compte là, des résultats des sondages. J'avais une autre question aussi, parce que dans les chiffres que vous avez montrés, on parle des jeunes qui votent moins, mais est-ce que vous avez des chiffres par rapport aux communautés autochtones ou les minorités visibles, ou même les personnes en situation de handicap qui, physiquement, ça peut être difficile de se rendre à un bureau de vote? Qu'est-ce qui est fait pour rejoindre ces jeunes-là de manière spécifique?
Je sais qu'au niveau des communautés autochtones, le vote n'est pas tellement élevé, malgré la sensibilisation, mais là encore, on essaie d'améliorer nos façons d'informer et de sensibiliser. Auprès des personnes handicapées, là encore, depuis quelques mois, j'ai mis sur pied un comité accessibilité, donc d'être à l'écoute et des besoins que peuvent représenter, les problèmes que peut présenter des fois le déplacement des personnes handicapées. Ici, au Québec, on a une modalité d'exercice de vote qui est le vote à domicile. Donc, les gens peuvent déjà, je dois avouer entre nous, qui est un peu compliqué. On cherche à améliorer cette disposition-là, mais où les gens ont la possibilité de voter à domicile, compte tenu de leurs conditions physiques. Bonjour, je m'appelle Rebecca, je suis haïtienne, mais j'habite à Boston, aux États-Unis. Donc, on a aussi un problème de participation, surtout avec les jeunes. Et à propos des sondages, on voit qu'il y a des communautés qui participent beaucoup moins. Donc, ma question est par rapport à comment on peut faire que l'éducation politique soit plus accessible. Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité des gouvernements, des élus pour cibler ces communautés qui participent moins, de pouvoir plus sensibiliser, de faire en sorte que l'éducation par rapport au vote et à l'engagement politique et civique soit plus présente? Oui, je pense qu'effectivement, auprès de communautés, je pense qu'il faut, là encore, un peu comme avec des organismes communautaires, entrer davantage. Parce que je vous dirais que, puis là, je vous rappelle une expérience, ça faisait 1 an que j'étais en poste, une personne qui m'a écrit pour me demander d'enlever son nom sur la liste électorale. Parce qu'au Québec, vous savez que vous êtes à 17 ans, à 18 ans, tantôt on parlait des 17 ans et demi, vous êtes inscrit automatiquement sur la liste électorale. On est les seuls au Canada qui avons cette possibilité-là. En fait, c'est que ce sera, disons, aux jeunes à poser le geste de se désinscrire, mais il n'a pas à faire la démarche de s'inscrire, il est inscrit automatiquement. Donc, dans ce cas-ci, la personne, parce que c'est des données qui viennent de l'assurance maladie, est inscrite. Et elle demandait d'être désinscrite. Et j'ai compris, je trouvais ça triste. Il dit, écoutez, moi, dans mon pays d'où je viens, être sur une liste, ça ne nous donne pas beaucoup d'assurance d'une longue vie. Et j'ai eu beau lui expliquer que c'est une liste électorale et que le directeur général des élections ne relève pas du gouvernement. Nous sommes une organisation. En fait, je suis nommé, le directeur général des élections est nommé par l'Assemblée nationale. Il a toute l'indépendance nécessaire. Mais je voyais qu'il y avait cette grande crainte de cette personne-là de se retrouver sur une liste électorale. Et je pense pour peut-être des membres de certaines communautés, déjà d'aller, de participer ou de voter, je pense qu'ils peuvent avoir une certaine crainte. Mais je pense que tout ça, c'est de l'information et c'est de l'éducation. C'est de les convaincre qu'ici, dans le fond, nous avons un système démocratique qui leur permet de s'exprimer en toute liberté, que le vote est secret. Et là encore, on revient toujours, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation, c'est de l'éducation. Bonjour, je me nomme Zach, je suis originaire de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, premièrement, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais tellement aimé cette expérience à l'école. Moi, j'étais impliqué dans la dernière campagne électorale dans ma ville natale et on a vraiment eu la difficulté à avoir des personnes pour sortir pour voter au sein de la municipalité. Pourquoi croyez-vous que c'est tellement difficile pour les personnes d'aller voter pour des élections municipales? Puis, croyez-vous qu'il y a un manque ou un blocage au niveau des élections municipales? Pourquoi les personnes croient que sont moins importantes que peut-être les élections provinciales ou fédérales? Je dois t'avouer que j'ai un peu de difficulté à comprendre parce que, je dirais, le gouvernement municipal, c'est quand même le gouvernement où les citoyens ont leurs services de proximité. Transport, ordures ménagères, les parcs, aménagements, déblaiement des rues. C'est des services de proximité. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi est-ce que l'élection municipale, c'est moins, excusez l'expression, moins glamour qu'une élection provinciale ou une élection fédérale. Je l'ignore, mais moi, je vais vous dire que j'étais confiant qu'on aurait augmenté le pourcentage de dernière, indépendamment de la publicité, mais je me dis, mais c'est un service de proximité, puis il y avait quand même des enjeux. Je pense entre autres à la ville de Montréal. Mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi. Est-ce que les gens, les candidats et les candidates sont moins connus? Moi, je pense qu'il y a peut-être un déficit du côté de l'information à ce sujet-là. Probablement.
Bonjour, Monsieur Wright, je m'appelle Oscar Berg. Ma question porte sur les rapports entre médias et démocratie. Si l'on regarde le profil des chroniqueurs politiques au Québec, et c'est le cas de nombre des territoires des Amériques, on constate que la diversité, qu'on pense aux groupes d'âge, au genre, origine ethnique et même idéologie, n'est pas tellement au rendez-vous. Alors, à quel point cela peut représenter un obstacle pour la démocratie, et c'est notamment pour la participation de jeunes? Merci. J'ai eu l'occasion l'année dernière, justement, à la suite d'un article d'un journaliste sur sur un peu l'inaction du directeur général des élections. J'ai eu une rencontre avec le journaliste et moi, je lui disais, on se rencontre pas pour vous dire quoi écrire, mais je pense que vous avez une responsabilité également pour susciter cet appel au vote. Peut-être expliquer davantage là, ce qu'est voter. Mais je veux dire que certains le font. On regarde, puis je pense que de plus en plus, je pense que les médias peut-être traditionnels s'intéressent à ces questions-là pour vraiment débattre d'enjeux et tout. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être d'essayer de voir, de présenter un côté plus positif des élections que des fois négatif. Tout cela étant dit, je dis, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, mais c'est un peu ma perception des fois que je constate. On va rouler ça. Il Oui. nous reste 10 minutes. Donc, concision. Merci. Et ça s'adresse à moi aussi. Bonjour, je m'appelle Chuck, je viens de Calgary, Alberta. Ma question est un peu plus précise. Qu'est-ce que vous, en tant qu'Élections Canada, faites afin de cibler la première génération de Québécois? C'est ce que je veux dire par ça, et les enfants des immigrants, parce que, étant qu'enfant des immigrants moi-même, je n'ai jamais vu mes parents en train de voter, donc moi j'ai grandi sans cette connaissance-là, puis c'est vraiment mes amis qui m'ont amené pour la première fois disant genre, oh my God, tu peux pas genre pas voter. So. Mais je sais que la plupart des gens n'ont pas des amis comme ça. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que vous faites? Pas de château. J'aimerais juste savoir, genre, qu'est-ce que vous faites en tant qu'un corps électoral, juste afin de vraiment cibler les gens qui n'ont pas cette tendance dans leur famille pour qu'ils puissent devenir des citoyens engagés. Un peu comme je l'ai dit, c'est vraiment d'investir le milieu scolaire et de voir avec le milieu scolaire comment est-ce qu'on peut développer. Là, on a quand même un programme Vox Populi qui aide à accompagner les conseils d'élèves, mais je pense qu'aussi il faudra peut-être aussi réfléchir à d'autres façons de faire pour... parce que moi, je me dis, tout est là. L'éducation, on sait bien, on dit, bon, les gens disent la santé, on a quand même des budgets importants en santé, mais je pense qu'au niveau de l'éducation, on ne se trompera jamais en investissant en éducation. Et pour moi, je suis de l'un et je pense qu'au niveau des écoles, il faut penser à un cours là, d'éducation civique déjà pour que les jeunes soient sensibilisés là, juste à la connaissance de nos institutions politiques et les amener peu à peu à devenir des citoyens, je dirais, engagés ou responsables. Mais je pense que ça passe par l'école, par l'éducation. Merci. Et aussi de trouver des amis comme vous. Bonjour. Bonjour. Je suis Frédelyne Tillus et je suis haïtienne. Je tiens spécialement à vous féliciter pour cette brillante présentation et je vous remercie. Ma question c'est, pensez-vous que les jeunes peuvent intégrer un système où c'est la gérontocratie qui domine et comment lutter contre? Surtout chez nous en Haïti. Merci. Répétez-moi votre question. Comment, en fait, pensez-vous que les jeunes peuvent intégrer un système où c'est la gérontocratie qui domine? Vous ne me visez pas nécessairement, là. Et, pardon, et comment lutter contre? Ouais. Moi, je pense que c'est un peu... Comme je disais tantôt, là, c'est que... moi, ce que j'ai constaté auprès des jeunes que j'ai pu rencontrer, c'est un peu ce...
il me semble moins partisan. Et dès là, normalement, je vous dirais, bien, ils vont investir des partis politiques, ils peuvent former leur propre parti politique, ils peuvent être candidats et candidates. Mais je ne sais pas, je pense que les jeunes, jusqu'à présent, ont décidé de s'investir dans des causes peut-être plus communautaires, plus collectives, sans trouver l'importance de s'investir ou d'être candidat ou candidate. Moi, je pense qu'il y a seulement, c'est pour ça tantôt, je pense qu'il y a une grande réflexion à faire sur ça et de trouver des façons de faire. Et comme je vous dis, je pense que c'est avec les différentes parties de la société qu'on peut en arriver à sensibiliser les jeunes à l'importance de s'impliquer dans les institutions politiques. Merci. Alors, vu que vous vous êtes rajouté, on va prendre vos questions et monsieur va y répondre en bloc avec un petit mot de la fin. Donc, allez-y. Bonjour, je suis Sandy Antoine, je viens d'Haïti. Donc, monsieur Reid, je vous remercie pour votre présentation de ce matin. Donc, j'ai trouvé notamment Électeurs en herbe très inspirant. Donc, et je compte utiliser cet exemple chez moi parce que je travaille avec des enfants. Donc, ma question concerne le droit d'expression qu'accorde la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, spécialement dans son article 12, donc, il précise dès que l'enfant est en âge de maturité, donc il sera accordé à l'enfant un droit d'expression. Donc, selon moi, selon l'article alors, donc, on dit qu'on donnera à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant, ou d'un organisme approprié de façon compatible avec les règles de la législation nationale. Donc, Monsieur Reid, ma question c'est comment concevez-vous la réalisation effective de ce droit d'expression de l'enfant? Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Isabelle Champagne, je travaille pour le secrétariat à la jeunesse. Pour répondre un peu à la question de la dame qui m'a précédée sur comment combattre, je ne l'aurais pas appelé la gérontocratie, mais en tout cas, comment faire en sorte, dans le fond, que les jeunes soient plus représentés dans les instances décisionnelles, disons ça comme ça. Je pense que c'est important que les États du monde se dotent de politiques jeunesse où on adresse ces questions-là et où on accompagne les jeunes dans ce processus-là où on fait en sorte qu'ils aient ces possibilités-là. Donc, dans la stratégie d'action jeunesse, nous, on a un axe qui porte sur la citoyenneté et dans l'axe entrepreneuriat aussi, il y a cet accompagnement-là de jeunes à investir ces sphères décisionnelles-là. Fin de la parenthèse. Sinon, je voulais vous remercier pour la présentation qui était très claire, très concise et très bien présentée. Je voulais aussi remercier tous les jeunes ici présents qui ont posé des questions extrêmement pertinentes. J'ai trouvé que c'était très riche en échange. Et puis, je voulais juste terminer en vous disant que nous, au secrétariat à la jeunesse, on s'intéresse beaucoup à ces questions-là et qu'on est présentement en processus on fait un projet pilote, c'est très expérimental. Ce projet-là va avoir lieu, on va voir l'échéance là, au mois de septembre. Et c'est un projet où on essaie justement de rapprocher les jeunes du milieu politique, je dirais, où on va les mettre en présence d'élus. Il va y avoir donc un rapprochement où les jeunes comprennent peut-être davantage la réalité des élus et où les élus aussi se rapprochent aussi davantage des préoccupations des jeunes. Et puisqu'on abordait la question du numérique, et pour faire court, comme les jeunes, leur sphère d'influence et leur sphère informationnelle passe beaucoup par les pairs et que le gouvernement a souvent dans le passé utilisé des méthodes top-down pour s'adresser à eux et qu'on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas nécessairement les façons les plus efficaces et que c'est souvent quand un jeune parle à un jeune que le message passe. Eh bien, on passe par le biais de YouTubers puisque ce sont de grands influenceurs aujourd'hui.
Et nos jeunes vont nous produire des vidéos sur la question de la participation électorale, sur leur engagement civique de façon un petit peu plus large. Et donc, s'il y a des gens dans la salle, des jeunes qui sont intéressés par le projet, je vous invite à prendre contact avec le secrétariat à la jeunesse ou avec moi là, après la présentation. Et M. Reid, vous êtes bien sûr invité à participer à ça serait génial. Mais nous sommes très présents sur les médias sociaux. D'ailleurs, pour rejoindre les jeunes, ce ne sera pas par la publicité traditionnelle, la télévision. On va certainement relayer les vidéos que vous avez présentées parce qu'on prépare ces jeunes-là en les mettant en contact avec toutes sortes d'éléments informatifs. Et donc, ça sera certainement, ça fera partie du bagage qu'on va leur transmettre. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Benjamin Doudard et je demeure en Ontario. Puis je voulais vous remercier pour votre exposé qui était particulièrement pertinent. Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché dans une des vidéos que vous avez montrées, que j'ai accroché, c'est le jeune qui disait « Mais pourquoi il ne s'habille pas en T-shirt? » Puis moi, je me suis dit, peut-être qu'à un certain niveau, la sensibilisation ne doit pas être seulement faite auprès des électeurs, mais aussi des candidats et des élus. Donc je me demandais si, par exemple, si votre rôle, votre mandat pourrait être, par exemple, de sensibiliser nos candidats à aller faire le pas vers les jeunes. Donc, pas que ce soit les jeunes qui aient le fardeau d'aller s'informer, d'aller vers les élus, qui peut être très intimidant, si on pourrait plutôt aller sensibiliser les élus et les candidats pour qu'ils aillent vulgariser l'information, vulgariser leur plateforme, puis faire le pas de créer ce lien-là avec les électeurs. Bien, je vous dirais que, naturellement, je le fais à l'occasion quand je rencontre des représentants de partis politiques ou d'élus, leur faire part de ce que j'entends sur le terrain. Donc, ce qu'ils en font après, c'est sûr que ça leur appartient. Mais je pense que c'est important que je puisse leur rapporter ce que j'entends. Et je pense qu'effectivement, ils sont à l'écoute. Je suis persuadé que certains ont vu cette vidéo de présentation. Et je pense qu'ils sont bien conscients là, de l'importance d'être à l'écoute des jeunes et de savoir de ce que les jeunes attendent. Par rapport à la question de madame, par rapport aux droits de l'enfant, c'est sûr que c'est une question qui est très, très large. Moi, je vous dis que dans mon champ de compétences du mandat qui m'est octroyé, c'est un peu, dans le fond, de reconnaître, dans le fond, à des jeunes, là, dans le fond, un certain droit d'être sensibilisés à la question électorale, à déjà les éduquer à se préparer comme futurs citoyens ou futures citoyennes. Et c'est pour ça que nos programmes, et on insiste beaucoup, notre éducation à la démocratie, doit se faire bien avant l'âge de voter. Et c'est en ce sens-là que nous allons mettre encore plus d'efforts pour les amener graduellement vers l'atteinte de leur citoyenneté entière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.